Cécile Couder, je suis psychologue neuropsychologue et je m'intéresse à l'autisme déjà avant mon diplôme, déjà de par mes stages, je suis venue dans ce domaine d'application de la neuropsychologie, parce que c'est réellement un domaine dans lequel la neuropsychologie peut intervenir. On va dire que j'ai commencé dans des structures comme des CSA d'autisme, des structures pour enfants avec autisme, et puis la difficulté de trouver du travail dans des structures adaptées où je puisse mettre en place l'accompagnement tel que je l'imagine et tel que je le souhaite, et puis peut-être aussi un petit peu ma personnalité. Tout ça en fait que j'ai préféré m'installer en libéral au bout de quelques années, et depuis du coup une dizaine d'années, je reçois des jeunes avec autisme à l'intérieur de mon activité libérale, et c'est assez large comme activité. Je peux voir des jeunes pour une guidance éducative, une guidance parentale, et être réellement sur un accompagnement d'apprentissage très éducatif, comme je peux être également sur un accompagnement plutôt thérapeutique sur des jeunes plutôt dans le trouble du spectre autistique type Asperger, où là je vais être plutôt avec des outils thérapeutiques d'accompagnement sur l'estime de soi, sur l'affirmation, sur comment gérer des situations problématiques, et donner des outils plus de cet ordre-là, enfin de ce côté-là. Et sinon, j'anime également beaucoup de groupes de compétences sociales. Donc là, j'ai plusieurs groupes, des tout petits comme des ados. Et je supervise également aussi plusieurs groupes de compétences sociales pour pour les associations partenaires comme Autisme Genève et Autisme Bassin Lémanique. Et à côté de ça, j'ai une activité de formatrice avec également ProAide Autisme, et sinon à mon compte également, mes formatrices toujours en lien avec l'autisme ou alors la neuropsychologie. Dans le temps, mon activité a évolué en fonction des demandes qui sont au tout début. Il n'y avait pas du tout de CSA d'autisme, ou très peu, ce qui fait que j'avais beaucoup d'accompagnement très éducatif, et comme vous dites, sur les troubles du spectre autistique sévères, parce que c'était des demandes qui étaient là et qui sont moins là, parce que maintenant ils ont la chance et heureusement d'avoir des CSA d'autisme qui les accueillent. Maintenant, c'est plus des jeunes Asperger scolarisés qui ne sont pas pris en CESAD, parce qu'il manque aussi énormément de place, et puis peut-être plus d'adaptation de leur part qui ont fait que c'était pas forcément nécessaire d'avoir bon, c'est pas forcément toujours le cas. Un CESAD serait également nécessaire et serait bienvenu pour plusieurs, mais là actuellement je vais être un petit peu sur les deux, mais peut-être plus majoritairement sur cet accompagnement des personnes Asperger. Mais ça évolue, et c'est en fonction un petit peu des demandes qu'il va y avoir. Et puis... Alors effectivement, approche, méthode, on va avoir tous un petit peu nos outils pour travailler avec les personnes autistes, et pour moi en fait celle qui a fait sens, c'est plutôt la méthode Teach. Mais pourquoi? Je suis pas quelqu'un qui va vendre absolument, ou qui a été acheté, ou qui fait du commerce ou de la pub pour cette méthode. C'est plus que, en tant que neuropsychologue, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée à l'autisme? C'est que déjà, quand vous êtes neuropsychologue, vous étudiez tout ce qui va être les processus cognitifs, et faire la relation entre les structures cérébrales et puis les processus à travers le comportement de la personne. Vous essayez de voir quel va être son mécanisme de mémoire, et puis après, derrière, il y a tout le substrat vraiment neurologique, les diverses régions du cerveau qui vont être mis en sollicité et tout ça. Donc c'est vraiment cet aspect-là à l'origine de ma formation de neuropsy qui après m'a amenée dans l'autisme. Et dans l'autisme, quand je me suis penchée dessus et que j'ai lu déjà des choses de la part des professionnels, mais également des personnes autistes, ce que j'ai pu constater, c'est que leur processus cognitif était très différent.
Et ça, en soi, c'était pour moi très stimulant et vraiment quelque chose qui était vraiment intéressant de me dire, ben voilà, là, on a des personnes qui ont un fonctionnement qui est pas celui qui est reproduit pour la plupart d'entre nous, même si on a tous nos différences, hein, mais la mémoire chez une personne autiste fonctionnerait par des processus qui sont différents. De la même façon, le côté perceptif, le côté raisonnement, le côté stratégie. Et si je suis arrivée sur cette approche qui est plutôt une approche, si je suis maintenant vraiment praticienne teach et tout ça, c'est vraiment parce que ça correspond à ça. C'est qu'on a ces voies d'entrée qui sont les aspects cognitifs et sensoriels qui sont vraiment représentés et qui sont la base de ce qu'ils appellent, eux, que Mesibov appelle la culture de l'autisme. C'est vraiment ça, c'est vraiment on considère que ce sont des personnes qui sont d'une culture différente. Et la culture, elle nous influence pour tout. On est dans une culture où notre façon de manger, notre façon de penser, nos actions, nos comportements sont influencés par la culture. Et là, effectivement, dans l'autisme, une petite comparaison peut être faite de ce côté-là, où ils ont une façon de penser. Les personnes autistes ont une façon de penser différente, une façon de percevoir les informations. C'est pas vraiment le côté, on dit sensoriel, mais effectivement, nos collègues ergothérapeutes vont nous corriger en disant que ce serait plutôt le côté perceptif. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas la sensation en elle-même qui n'est pas comme nous. Ils perçoivent les sensations, mais c'est le traitement de ces sensations. Donc le côté perceptif a vraiment des points, des particularités. On connaît tous des personnes qui ont une mémoire soit phénoménale, donc ça c'est vraiment le processus cognitif, et on connaît également des personnes avec autisme qui, quand elles vont vous dire bonjour, vous écrasent la main ou alors vous donnent une grosse tape dans le dos, parce qu'effectivement au niveau perceptif, sur tout le côté proprioceptif, ils ne ressentent pas et ils ont besoin d'avoir des choses percutantes et très fortes pour pouvoir ressentir. Et du coup, les comportements d'interaction sociale sont aussi influencés par le côté sensoriel et par le côté également cognitif, parce que il y a tout ce qu'implique les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit, se mettre à la place de l'autre, tout ça qui va également gêner les interactions sociales. Donc, si je parle d'une méthode plus qu'une autre et si j'utilise dans ma pratique une méthode plus qu'une autre, c'est parce que pour moi elle fait sens et qu'elle correspond qu'elle est en adéquation et qu'elle me permet de comprendre le fonctionnement particulier, cette culture de l'autisme. Ça me permet de traduire un petit peu comme un interprète aurait besoin de traduire quand on va dans une culture différente. Et moi, c'est vraiment avec ces outils-là, j'arrive à mieux comprendre et à essayer d'amener les outils qui seront les plus adaptés. Et c'est vraiment ce que m'a apporté Teach et ce que je trouve de vraiment très intéressant dans cet outil. Donc, c'est pas de la pub pour une méthode, mais c'est parce que c'est un outil qui, dans ma pratique, va être vraiment adapté et dans lequel je trouve des réponses qui correspondent avec toute ma formation de neuropsychologue. Donc ça va être dans les deux sens. Cette adaptation, elle va être effectivement Voilà. où nous, on a à s'adapter au fonctionnement d'une personne autiste et en même temps, on va leur demander à elle, de par l'enseignement, parce que je veux dire, on va beaucoup enseigner, c'est nécessaire et c'est la base. À la base de cet enseignement, pour pouvoir faire cet enseignement, il faut avoir en tête cette culture de l'autisme. Sinon, on va pas. Pour moi, on ne sera pas dans un enseignement qui aura du sens pour la personne avec autisme et ça sera difficile. Mais c'est effectivement la première des choses, c'est un enseignement, c'est leur apprendre des compétences qui en plus fonctionnelles, qui leur serviront. Donc c'est vraiment cet enseignement de compétences qui est essentiel. Et dans cet enseignement, il y a le fait qu'on va leur apprendre des choses où ils vont devoir s'adapter, où on prend souvent l'exemple, les personnes autistes nous disent que c'est difficile pour elles de regarder dans les yeux. Alors ça, je vais le respecter, mais en même temps, à des moments, c'est nécessaire dans la vie de regarder à qui on parle et à qui on va s'adresser, d'envoyer notre message, de l'adresser, de savoir que l'autre, sinon si on dit, que je leur prends souvent comme exemple, si je parle sans regarder quelqu'un au moment où je vais commencer de parler,
euh, je peux n'avoir aucune réponse à ce moment-là parce que personne ne va savoir à qui adresser mon message. Et du coup, c'est important à certains moments de regarder. Et là, on va être dans une adaptation réciproque. C'est que je comprends que pour toi, ce soit plus simple de regarder mes chaussures quand tu me parles parce que c'est moins dérangeant que de regarder mon visage et que tu n'as pas besoin des informations sur mon visage. Mais en même temps, à certains moments, c'est nécessaire que tu apprennes qu'il y a des moments clés où il faut quand même regarder. Donc c'est vraiment cette adaptation réciproque où c'est pas que la personne autiste qui doit s'adapter à nos normes, et nous, on doit s'adapter à son fonctionnement, et elle doit aussi faire des apprentissages pour être le plus adapté possible dans notre fonctionnement de notre société. Donc c'est une adaptation qui va dans les deux sens. D'accord. On a séparé plusieurs méthodes, méthode Teach, méthode ABA, PEX, méthode... Il faut savoir qu'on est tous dans la même orientation. Teach est un outil qui s'inspire des théories autant développementales, cognitives, c'est pour ça qu'il y a cet attrait de ma part, mais également comportemental. Et j'utilise des outils également très comportementaux quand c'est nécessaire. Et même en thérapie cognitive et comportementale, il y a énormément d'outils que je vais me servir, qui vont être pour moi des réels outils fonctionnels dans les groupes de compétences sociales, qui sont des outils purement comportementaux. Pardon. Mais on va... On est dans ce côté où on essaye de séparer, alors qu'en fait, je pense que c'est deux outils qui vont être pour la personne autiste complémentaires et indispensables. Et qu'effectivement, c'est dommage de mettre en opposition, autant mettre en opposition les méthodes comportementales et la psychanalyse. C'est indéniable qu'il le faut, c'est nécessaire, et voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, d'opposer les méthodes qui vont dans le même sens et qui ont des outils très complémentaires et bénéfiques aux personnes autistes, je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, pour moi, les méthodes, donc on va dire le côté ABA, il y a énormément de choses complémentaires avec l'outil Teach que j'utilise quotidiennement, dans le sens où déjà à l'intérieur de l'influence Teach, on a déjà des influences comportementales, et en plus, ces deux approches qui vont faire des évaluations, ces deux approches qui vont se servir des intérêts de la personne autiste, ces deux approches qui vont séquentialiser l'apprentissage. Donc on a énormément de points communs, ces deux approches qui vont se servir des motivations, des intérêts, des renforçateurs. On va avoir des termes différents, mais on est vraiment sur une approche très complémentaire. Après, il va y avoir quelques différences. Il va y avoir des différences effectivement dans nos objectifs, où justement je viens de parler de cette adaptation réciproque, où on va, dans Teach, il y a un des points forts dans les principes de Teach, c'est d'accepter l'autisme et d'accepter ce fonctionnement, cette culture avec autisme. C'est la base, c'est le point sur lequel tout va être basé, l'enseignement structuré va se baser dessus, notre accompagnement des comportements des filles va se baser dessus, tout. Et on va accepter, on va même beaucoup partager d'informations avec les familles pour qu'ils aient une connaissance de cette culture, qu'ils comprennent les comportements des personnes autistes, qui comprennent mieux leur enfant à l'intérieur de leur comportement qui paraît si particulier, si problématique. Et du coup, on va accepter que la personne, elle a des différences, et que ces différences, elles vont faire partie de lui, et que certaines, il va falloir faire avec, on va les compenser. On va parler de points forts et de points faibles, mais comme dans tout trouble développementaux, où on va avoir des points forts et des points faibles et qu'on va compenser. On va compenser pour un dyslexique, on va compenser pour tous les autres troubles d'apprentissage. Donc dans l'autisme également, on va compenser, et on va mettre de la structuration pour compenser, et on ne va pas chercher à forcément normaliser, on va dire, l'attitude ou le comportement d'une personne autiste. On va faire en sorte qu'il soit le plus autonome et qu'il soit dans la vie le plus adapté possible, dans le milieu le moins restrictif possible. Après, en fonction des compétences et des capacités de chacun, pour certains, effectivement, une vie totalement autonome sans aide, ou même
ne sera pas accessible parce que ça n'est pas possible dans son potentiel. On a tous des limites, on a tous des points forts et des points faibles, et dans ces cas-là, on va le compenser. Et effectivement, cette tendance un petit peu à vouloir se défaire de certains comportements autistes ou à vouloir... C'est ce qui va un petit peu dans nos objectifs nous différencier. Mais sinon, on est deux approches qui vont être très complémentaires. Moi, ce qui fait que j'adhère plus particulièrement à un outil qu'à un autre, ou que j'utilise plus, même si j'utilise énormément d'outils, je vous dis, très comportementaux et cognitivo-comportemental, l'analyse fonctionnelle, on en fait, mais on va être plutôt, je préfère, moi, être sur des outils qui sont en proactif, où je vais effectivement beaucoup agir sur avant qu'il y ait des comportements problèmes, ou donner, enseigner à la personne en mettant de la structuration, en mettant... Et en acceptant ses particularités. Et c'est ce qui fait la force, et c'est ce qui me plaît de travailler dans l'autisme, c'est toutes ces particularités des personnes autistes. C'est vraiment ça qui fait que je trouve que c'est formidable, que c'est riche, que après c'est effectivement très envahissant, et que pour des familles c'est très lourd, et ça j'en ai tout à fait conscience. Et c'est pas de dire l'autisme c'est beau, faut le garder comme il est. Non, c'est effectivement, la personne autiste, elle doit apprendre beaucoup de choses. Il y a tout un apprentissage qui est important et qui se doit d'être intensif, effectivement. L'enseignement est très important. Mais après, on a vraiment un fonctionnement qui fait que c'est important de respecter ce fonctionnement-là. Et encore dernièrement, en écoutant Temple Grandin, elle dit bien, ben voilà, elle, sa façon à elle de traiter les informations, il n'est pas descendant sur des processus complexes qu'il amène. Il est au contraire dans les petits détails, sa façon à elle de voir les petits détails, chaque chose, le moindre souvenir et tout, l'aide à pouvoir se former des concepts. Et ben c'est pas du tout comme ça que nous on se forme un concept, dans notre façon très neurotypique. Donc on va avoir des aspects cognitifs très différents, et qui sont à respecter, et on ne peut pas demander à une personne autiste d'être exactement comme nous. Ça, c'est vraiment une des différences, et un point sur lequel je suis assez ferme, et sur lequel je m'affirme effectivement, personnellement.